Bonjour, rencontre masquée avec Étienne Longueville, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, nous sommes dans une librairie à Paris, mais pour la diffusion se fait du week-end du festival à Arras. Vous êtes venu de Saint-Brieuc et vous êtes momentanément qu'à contact, donc nous sommes masqués, c'est pas pour illustrer le propos de la rencontre, mais il sera question de masque, puisque Le pouvoir des bras, votre deuxième roman, paru chez Philippe Ray, début mars, après un premier qui s'appelait Bozza, qui était écrit à quatre mains avec un jeune migrant qui s'appelle Ulrich Cabrel, paru lui juste un an avant, chez le même éditeur. Votre pouvoir des braves, donc, traite de masques, traite d'une usine de masques, qui est un exemple frappant, évidemment, qu'il a été encore plus dans le contexte de l'année dernière, de la désindustrialisation de la France. C'est donc un roman social au sens propre, puisque le premier enjeu de ce livre qui est divisé en deux parties, en deux époques en fait, 2018-2020, le premier enjeu c'est le récit de la fin de cette usine de masques dont vous allez pouvoir nous parler. Et puis l'engagement à la suite, presque concomitamment, du narrateur qui s'appelle Paul, qui est jeté sur le côté comme les autres, dans le mouvement des Gilets jaunes. La deuxième époque, en 2020, fait le point 2 ans après, en plein premier confinement, on en est au troisième depuis, c'est une histoire qui a prospéré. Voilà une qui marche, celle des confinements, l'industrie des confinements fonctionne bien. Donc premier confinement, à Saint-Brieuc toujours, là où tout se passe, vient l'idée, en toute logique, du fait de ce contexte, de remonter une usine qui a été désossée à peine 2 ans avant. Donc ça, c'est l'enjeu narratif. Il y a Paul, qui est narrateur à la première personne. C'est tout autour de lui que ça se trame. Il y a aussi sa vie personnelle, sa vie sentimentale, sa femme qu'il quitte et puis ses espoirs d'en rencontrer d'autres. Et puis ce temps réel, donc, ce décor, presque en 3 temps, c'est-à-dire qu'il y a 3 faits d'époque. Il y a la fermeture de l'usine d'abord, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui est assez récent aussi, et puis il y a ce confinement et ce qu'il fait aux gens en 2020. Ça, c'est une des particularités du livre, d'être écrit dans le temps réel, et pour autant d'être romanesque au sens propre. On est vraiment plongé dans l'histoire de Paul. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est du rapport avec le réel, puisque le livre a une qualité documentaire et un décollement fictionnel, évidemment, nécessaire. Mais pour autant, ce qu'il raconte découle, et puis c'est expliqué un petit peu en exergue aussi, en post-face, découle de faits réellement arrivés, de phénomènes effectifs et qu'on a subi à l'exemple des masques de plein fouet l'année dernière, c'est-à-dire de désindustrialisation d'un pays, presque d'un continent et de tout un patrimoine. Et ça part d'une région réelle, celle de Saint-Brieuc, d'où vous nous venez ce jour, de faits réels, d'une histoire locale et nationale réelle. Comment ça s'est mis en place, comment vous êtes-vous documenté, et depuis quels événements en fait ont été à la fois les déclencheurs et puis la matrice de ce livre. Alors, le point de départ, je pense, c'est l'effroi dans lequel on s'est tous retrouvés, quand je dis tous, au moins les habitants des Côtes-d'Armor, en mars 2020, de se retrouver dans une situation où il y avait dans notre département une usine qui produisait 250 millions de masques par an. Et donc les gens qui ont travaillé dans cette usine ont produit des milliards de masques dans leur vie. Et le jour où la France en a besoin, il n'y en a pas. C'est quelque chose qui... On se sent tous compte dans ce moment-là. On se dit, cette usine, elle n'a pas fermé il y a 20 ans, elle n'a pas fermé il y a 50 ans, elle a fermé il y a 15 mois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui interpelle, qui m'a interpellé moi,
Moi, j'ai participé à aucune manifestation de soutien à cette usine. Et d'ailleurs, il y en a eu très peu. Ça n'a pas fait la une de la presse locale. On peut dire qu'elle a fermé, pas dans l'indifférence générale, parce que les salariés de cette usine se sont battus. Donc les personnes qui étaient dedans, elles, étaient concernées. Mais on peut dire que la société ne s'est pas mobilisée. Et donc, le point de départ de ma réflexion, il est là. Il est en commençant par moi-même, hein, de se poser la question de pourquoi, finalement, pourquoi ce déficit d'engagement, pourquoi finalement une usine peut fermer à côté de chez nous sans que ça nous empêche de dormir, finalement. Ça a été le point de départ. Alors, la façon dont j'ai travaillé a été... je connaissais quelqu'un qui avait travaillé dans cette usine, donc ça qui a été ma première porte d'entrée, avec qui j'ai eu des premiers échanges, et puis qui m'a donné très vite pas mal de contacts de personnes qui avaient elles aussi travaillé. Et donc, chemin faisant, j'ai pu retrouver beaucoup de personnes qui avaient été en contact avec cette usine, jusqu'à la fille du fondateur. Cette usine, historiquement, c'était une chapellerie, puis elle était devenue une usine de masques dans les années 60. Et donc, effectivement, ma première démarche, je ne savais pas si j'allais écrire un roman, un récit, je savais pas si j'allais vraiment écrire un livre d'ailleurs. Je pense que j'en avais besoin. Il y avait quelque chose, oui, qui était un peu de l'ordre de l'obsession, de se poser la question de comprendre. À quel moment ça s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les étapes qui ont conduit au résultat dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je pense que ça a été ma première démarche. Alors après, le choix de passer par le roman, je pense que le roman permettait peut-être deux choses. La première, c'est de mettre en regard des dynamiques, comment dire, de vie personnelle et d'éléments, on va dire, plus factuels sur ce qui s'était passé dans cette usine. Moi, ça m'intéressait enfin, moi, je m'intéresse aux gens, et en fait, à chaque fois que je parlais avec des gens de cette usine, d'abord, ils me disaient toujours, voilà, vous ne me citerez pas. Il y a une peur aussi de la multinationale, hein, qui s'appelle Honeywell. Les gens n'ont pas envie d'être cités, n'ont pas envie d'avoir d'emmerde sur le plan juridique. Donc voilà, les gens voulaient bien me donner des éléments, mais surtout, il ne fallait pas qu'ils soient cités nommément par rapport à cette multinationale. Et puis, voilà, ils me donnaient des éléments factuels sur comment ça se passait dans cette usine, pas forcément sur les impacts sur leur vie à eux. Et donc ça a été finalement... et moi, j'avais pas envie d'écrire juste un récit journalistique de la destruction de l'usine, j'avais envie de donner à voir les conséquences presque dans les corps et les esprits. Et donc voilà, le fait de passer par le roman m'a permis de pouvoir humaniser peut-être l'histoire, de pouvoir peut-être aussi s'autoriser, comment dire, oui, s'autoriser la construction de personnages. J'aime bien la dimension aussi de polyphonie dans un roman. Il y a plusieurs personnages qui peuvent exprimer des voix différentes. Le récit cantonne quand même beaucoup à un seul ton. Et donc voilà, c'est aussi ça qui m'a guidé dans ce choix. Et puis voilà, cette correspondance entre les événements, les impacts de la vie professionnelle sur la vie personnelle, c'était des éléments que je pouvais mieux traiter avec le choix du roman. C'est très intéressant. On va continuer sur l'histoire de l'usine. Je vais faire un petit saut en avant, beaucoup plus loin dans l'intrigue, juste par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a un enjeu sentimental. À un moment, il y a une lutte entre deux amis proches. Et on est tout près de la fin, donc je ne dis pas exactement ce qui se passe, mais il y a une sorte de presque duel final à un moment où quelqu'un se met de choisir entre deux camps. Et effectivement, sur cet enjeu dialectique-là, le fait de l'illustrer aussi bien par une romance que par le ridicule de l'enjeu de la bataille amoureuse, ça permet, me semble-t-il, de laisser libre un lecteur, une lectrice, de se faire son interprétation et de réfléchir. Enfin, ça permet d'être dialectique plutôt que dogmatique, même si vous êtes... Voilà,
plutôt d'un point de vue, mais on est à ce moment-là sur une logique de coopérative ou de capitalisme ou de reprise. Et effectivement, l'enjeu en fait amoureux permet cet échappatoire-là qui sinon serait un débat politique. Je voulais pas du tout avoir quelque chose de didactique. Je voulais que ce soit effectivement oui, que l'incarnation par des personnages permette de prendre du recul et de donner la possibilité à chaque lecteur de se poser ses propres questions. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez sur la souffrance des corps, c'est-à-dire avant de fermer l'usine, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un démantèlement avant le démantèlement final. Ce qui nous est raconté, ça c'est la première violence du livre, c'est certains travers, le mot est faible, euphémisme du management. Je pense à deux exemples que je voudrais que vous débloquiez, ces lignes qui sont faites au sol, et puis des logiques de dénonciation d'une perversité folle, avec des enjeux a priori minimaux avec les post-it. Et ça, c'est déjà détruire quelque chose avant l'achèvement final, pour la multinationale qui veut se débarrasser de l'usine. Oui, et ça arrive, l'usine, il y a plusieurs moments qui sont des moments de basculement dans l'histoire de cette usine. Et l'un des moments finaux, c'est le rachat par une multinationale américaine qui va amener sa vision du management et des process de sécurité. Et donc, parce que c'est au nom de la sécurité, c'est ça qui est encore plus pervers, c'est que c'est au nom de la sécurité des salariés que ces processus sont mis en place. Et donc, il y a des lignes jaunes qui sont tracées partout. Et en fait, elles définissent les espaces du travail. Alors, en soi, le fait qu'il y ait des lignes jaunes pour assurer la sécurité, ça peut paraître logique, sauf que ça en devient un endroit où la tasse de café a ses lignes jaunes, c'est là où il faut poser sa tasse de café, la pile de journaux a ses lignes jaunes, et donc finalement il y a une forme d'intimité au travail qui est dérobée par un processus managérial. Et donc, il y a un système qui est appelé les BOB. Et donc, en fait, quand quelqu'un mord une ligne jaune, il faut aller dénoncer le copain pour assurer la sécurité, encore une fois, dans le langage managérial. Et donc, c'est un système qui est évidemment qui crée de la mauvaise entente, qui divise. Dans les échanges que j'ai eus avec les anciens salariés dans mon travail documentaire, ils me disaient mais les dernières années, on ne produisait plus de masques, on passait notre temps à inventer des nouvelles procédures, à défaire des procédures, le management en continu, le continual improvement process. Et donc voilà, un système où finalement le processus managérial a remplacé le travail en fait. C'est très intéressant, c'est textuellement dit et de la parole des ouvriers. Ça rejoint, on a parlé dans cette librairie avec Guillaume Meurice des éléments de langage et de leur perversité, de leur façon de reproduire le réel. Et là, c'en est un effet tangible, c'est-à-dire que c'est vraiment dit par un ouvrier, cette phrase-là. Et du coup, j'en reviens à la question de la documentation du travail et la restitution des voix. C'est-à-dire que vous créez ces personnages, Paul, mais autour de lui Dédé, son copain syndicaliste, et d'autres qu'il va rencontrer ensuite en tant que gilet jaune, vous les créez avec quelque chose qui me semble en partie issu de témoignages, mais refondu. Voilà, si vous voulez bien rentrer un peu dans la fabrique, nous dites quelle est la part d'enregistrement au sens sociologique du terme, parce que les voix elles résonnent, et on y reviendra, elles existent en fait. Et en même temps, effectivement, c'est pas non plus un livre de témoignage au sens strict, puisque vous passez par la fiction. Oui, je pense qu'il y a à la fois l'envie de faire entendre différentes voix. Donc effectivement, Paul, qui est le narrateur, c'est quelqu'un qui est un peu sidéré par ce qui lui arrive. Il n'est pas particulièrement politisé, en tout cas pas au début du livre. Il voit les choses qui se présentent comme ça devant lui, il les subit. Dédé, qui est
son copain syndicaliste, lui, il a une conscience plus grande et en même temps, il a fait partie des processus. Il a été là dans les espaces où certaines décisions sur la sécurité ont été prises. Il participe aux réunions de négociation sur les primes de licenciement. Donc, il a un rapport qui est différent de celui de Paul. Et puis, on va découvrir sur les ronds-points d'autres personnages. Notamment, Paul a un fils qui fait des études à Rennes, qui fait plutôt des bonnes études. Et ça m'a intéressé de mettre en perspective deux jeunesses différentes. Et donc, il y a un autre jeune qui s'appelle Zozo que Paul rencontre sur le rond-point, qui lui fait plutôt des apprentissages, qui est dans une approche moins scolaire. Et il va y avoir aussi un moment où les deux jeunes vont avoir l'occasion de se rencontrer et de se confronter un petit peu. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui m'ont été racontées et que les gens qui... En fait, la première chose, c'est que toutes les personnes à qui j'ai parlé avaient envie de raconter. Il n'y a pas une personne qui m'a dit « je ne veux pas vous parler ». Même des personnes qui sont restées en bons termes avec la multinationale, en fait, il y avait un dégoût. Enfin, ces échanges, je les ai eus en avril 2020. On était vraiment au cœur de l'événement. Et ces personnes avaient un dégoût total de ce qui s'était passé. Elles avaient besoin d'en parler. Et donc oui, il y a eu des éléments. Et qu'après, j'ai cherché j'ai vraiment essayé de donner des voix, des tonalités à chaque personnage et de me poser la question du point de vue des personnages de qu'est-ce qu'ils pouvaient dire, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas dire, qu'est-ce qui ne correspondait pas à leur voix et à retranscrire de cette façon-là une part de ce que j'avais reçu. Et donc, hein, on l'a dit, c'est en septembre 2000, je me rappelle des années 18 ouais, que se passe la fermeture de l'usine. Et cette année-là, fin octobre, bam, on se réunit sur les ronds-points à partir d'octobre. Donc la concomitance, évidemment, est fatale. C'est-à-dire que quelqu'un comme Paul et son ami syndicaliste Dédé et certains autres qui ont vécu cette mésaventure ne peuvent que se retrouver là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça raconte en fait aussi la façon dont on a eu du mal à saisir ce mouvement-là, puisque lui-même de l'intérieur, il va sans trop savoir où il va, vit des aventures en fait sans trop savoir où il va, et rencontre des gens. Et là aussi, voilà, ce système, sans doute d'étaler sur des témoignages, vous permet de partant des personnages, donner une sorte d'identité à ce mouvement protéiforme que les médias ont mal considéré sans doute parce qu'on avait énormément de mal à le saisir, à le situer politiquement. Parce que ce qui se passe sur les gilets jaunes, enfin sur les ronds-points des gilets jaunes, avec un gilet jaune ou pas, ce sont d'abord pour lui les rencontres. Oui, et effectivement, il est en plus dans un moment de sa vie personnelle où il y a une forme de rétrécissement, ses enfants sont partis, sa femme sort le soir, il ne sait pas trop ce qu'elle fait, et il va rencontrer des personnes qui finalement ont toute une raison d'être là, qui leur appartient. Il y a un contact facile entre les gens, il y a des personnes à qui il n'aurait jamais parlé dans la rue, mais là sur les ronds-points la parole vient naturellement, ils se chambrent, il y a une capacité à nouer des relations faciles. C'est une parenthèse, mais moi j'avais été très marqué Noël 2018 de voir des personnes qui étaient allées sur les ronds-points pour passer Noël et qui disaient on a passé Noël en famille. Et je trouvais que ça disait des choses sur notre société qui étaient extrêmement marquantes. Et oui, effectivement, c'est d'abord cette dimension de rencontre qui se fait là. Et puis, ça m'a intéressé aussi de mettre en perspective ce mouvement qui est presque, qui se déroule presque en même temps que la fermeture de l'usine. Et donc, on se dit, mais pourquoi est-ce que ce mouvement n'a pas empêché la fermeture de cette usine ?
Et j'essaye aussi de mettre en perspective ce mouvement avec un mouvement historique à Saint-Brieuc qui a eu lieu 50 ans avant, qui s'appelle le Jouan français, et qui débouche sur une conquête sociale, euh, qui a une vraie portée politique, avec une hausse des salaires. Et ce mouvement-là, finalement, il se fait à peu près au même moment, mais y compris, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Tristan Dezac, qui est l'un des leaders des Gilets jaunes dans les Côtes-d'Armor, il me dit on l'a pas vu. Voilà, il y a cette concomitance et en même temps on a raté ça sur ce moment-là. Ça fait partie vraiment des points, on peut pas refaire l'histoire, hein, mais qui sont étonnants. Et donc voilà, les personnages vont avoir l'occasion de pouvoir se raconter. Paul va raconter ce qu'il vit et puis voilà, il va être un peu challengé par d'autres personnes qui vont aussi essayer de le rebooster, lui raconter des histoires et qui vont aussi permettre de donner une pluralité dans l'expression. Et l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé sur le mouvement et la comparaison avec le genre français, c'est la géographie. Il y a une géographie, il y a un vocabulaire aussi, le vocabulaire du fief avec les ronds-points, mais c'est assez intéressant. Et 50 ans avant, le mouvement, c'était dans Saint-Brieuc, c'était le centre-ville, voilà. Et là, c'est vraiment un mouvement sur la RN12, la zone de Langueux, le rond-point du Burger King. Voilà, je trouve que c'est aussi très intéressant enfin, moi, ça m'a intéressé de comparer les géographies. Je me demandais si on allait partir histoire ou géographie, on va essayer. On va parler des deux parce qu'évidemment c'est aussi une histoire patrimoniale et une histoire locale sur 50 ans. À un moment il est dit d'ailleurs que les commandes dès les années 70 en fait, Saint-Brieuc c'était déjà comme la délocalisation en Chine, c'est-à-dire qu'il y avait des effets de dumping social déjà à ce moment-là. Donc ça c'est intéressant comme vous êtes allé chercher, mais ce faisant Paul le fait aussi, c'est-à-dire qu'il apprend des choses sur sa propre histoire ouvrière finalement qui lui était pas connue. Mais donc l'histoire dans ces lieux. C'est aussi l'histoire d'une région, c'est-à-dire qu'industrielle, anciennement agricole, et c'est aussi, on parlait des Gilets jaunes, donc rond-point, l'histoire d'une mutation, et les Gilets jaunes sont aussi symboliques de ça, puisque ça s'est passé sur les ronds-points. Une mutation qui a lieu 50, 60, 70, qui me semble-t-il, a énormément rapport avec l'automobile. Vous avez parlé du centre-ville, mais le point aveugle, et ça rejoint les Gilets jaunes, hein, c'est la première revendication, c'est l'automobile. Comment l'automobile aussi a changé ces paysages-là. Enfin, voilà, vous avez cité la RN12. Quoi. Tout le monde ne fait pas des romans ou de la poésie, de la littérature avec la RN12. Ouais. C'est parfois des mots qu'on évite. Mais justement, moi je trouve que, notamment sur la Bretagne, il y a un écart majeur entre la Bretagne qu'on vend ou qu'on représente et la Bretagne qu'on vit. C'est-à-dire que globalement, quand vous regardez les discours politiques ou même ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, ça va être toujours la plage, la vallée, oui, c'est ces moments, c'est un peu la chanson bretonne de l'occasion, quoi. Et la réalité, c'est que c'est beaucoup de glissières de sécurité, de 4 voies, de rocades, de ronds-points, de double ronds-points. Et bien sûr, il y a des paysages, il y a une géographie particulière avec l'automobile. Et effectivement, c'est un des points aussi qui m'a beaucoup intéressé, puisque l'usine elle est à Plaintel. Plaintel, c'est 15 km au sud de Saint-Brieuc. Historiquement, elle est à Saint-Brieuc, elle part à Plaintel. Et une des questions que je me suis posée, c'est 74. C'est est-ce que c'est déjà une délocalisation ? Déjà, quand le rapport avec le Jouan français, quand le Jouan français part de Paris pour aller à Saint-Brieuc, clairement, ça a tous les aspects d'une délocalisation. L'objectif, c'est de payer les gens moins cher, mais sous couvert d'un discours autour de l'aménagement du territoire où finalement les collectivités territoriales payent tout et ça permet à l'entreprise de pouvoir baisser les salaires. Et 72 à Saint-Brieuc, c'est Saint-Brieuc-la-Rouge. J'ai eu des échanges avec un adjoint à l'économie de l'époque, il me raconte, c'était incroyable. Et donc, finalement, et je pense que c'est les deux. À la fois, il y a le côté départ de la ville bourgeoise où il y avait l'atelier de chapeau, où on portait, voilà, c'est un moment de libération par l'automobile et qui permet de pouvoir s'émanciper de la ville entre les murs.
la ville bourgeoise, et en même temps, c'est aussi un moyen de pouvoir échapper à la ville ouvrière, aux revendications, aux syndicats, et d'aller chercher de la main-d'œuvre qui, à l'époque, à Plaintel, est rurale, qui entre sur le marché du travail et qui est donc dans un rapport différent. Les paysans bretons, comme des enfants chinois. Enfin, je sais pas dire. Mais en tout cas je trouvais que c'était intéressant de se poser la question, est-ce que le départ à Plaintel est la première étape vers la Chine? Est-ce que finalement, on ne se l'est pas posé cette question à l'époque, parce que c'était dans la région, mais finalement, est-ce que les processus internes de localisation en France n'ont pas été finalement des éléments qui ont précédé intellectuellement, en tout cas, qui étaient fondés sur les mêmes raisonnements que ceux qui ont conduit ensuite à partir à l'étranger? Et donc la voiture qui vide les centres-villes, enfin qui vide les centres-villes là de cette industrie, mais qui les vide aussi vers les galeries marchandes, il en est question. Ah, c'est pour ça le livre Il est horizontal, il est basé sur les lieux, et c'est ça qui me rend intéressant. Je parlais de politique des ronds-points, mais c'est-à-dire on peut écrire, et il est important certainement, et il y a comme un mouvement là-dessus de même pas revalorisation, mais juste réénonciation d'une France on dit périphérique depuis Paris, enfin voilà, de la France telle qu'elle existe en de nombreux endroits. Et donc avec des ronds-points, avec des zones commerciales, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas ne pas mépriser et considérer. Donc, parce que ce sont des lieux qui sont considérés dans le livre, puisque ce sont les lieux où vont les gens, puisque ça a été bâti pour. Et j'en viens à ma question des lieux. Comment vous avez considéré ça? C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est aussi une traversée de Saint-Brieuc en tant que telle, qui est une ville particulière, avec son histoire, on l'a dit, mais en tant que ville moyenne aussi. Que ville de 50-60 000, ou 30-40, enfin voilà, ville moyenne, qui ont toutes subi le même mouvement d'essor-descente. Je cite un moment d'une rencontre avec un des anciens patrons de l'usine qui habite dans une ancienne maison de ville, une bonne bâtisse avec son jardin privé en plein centre. Preuve qu'il n'y a pas que les étudiants du centre-Bretagne, les punks à chiens et les réfugiés qui croient en cette ville, que tous les riches n'ont pas déserté depuis le littoral. Et je pense que là, il y a, alors vous allez me dire à quel point, attaché ou pas, à quelle part de revendication d'une beauté qu'on ne regarde pas, de possibilités, d'intérêt, des lieux comme on ne les regarde pas d'habitude. Et les lieux sont. La toponymie est très importante. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé un moment avec un plan de Saint-Brieuc, c'est-à-dire les lieux que je connaissais, les lieux que je ne connaissais pas, etc. On peut se balader dedans. Et ça, j'aimerais que vous nous en parliez. C'est-à-dire Saint-Brieuc en elle-même et Saint-Brieuc en tant que ville moyenne parmi tant d'autres. Oui, et effectivement, il y a les deux. C'est-à-dire que c'est une question que je me suis posée au début, de me dire, est-ce que je nomme la ville, est-ce que je nomme Saint-Brieuc, Plaintel, ou est-ce que finalement je crée un faux nom, ou je nomme pas, enfin, voilà. Et j'ai fait le choix de l'inscription dans le réel, en me disant, de toute façon, effectivement, ça pourrait être quelqu'un qui, je ne sais pas pour Arras, mais enfin, dans beaucoup de villes de France, en tout cas, il y a un certain nombre de choses, de grands questionnements qui sont posés là, et qui se posent aussi, et qui finalement sont... Souvent, quand on parle des centres-villes, on a l'impression que c'est des choses riches. Saint-Brieuc, le centre-ville, c'est globalement le lieu le plus pauvre des Côtes-d'Armor. Et donc, je trouvais ça intéressant voilà, moi, j'ai vraiment un goût pour les questions territoriales. Je trouvais intéressant de le poser. Oui, et sans doute parce que ça traduit de ma part un amour de cette ville et du fait qu'elle a il y a des clairières au cours dans lesquelles les gens peuvent vivre ensemble, ils peuvent discuter, c'est une ville dans laquelle vous pouvez avoir voilà, ce patron d'usine et des étudiants et des punks à chiens et des grands mouvements sociaux. Enfin, c'est une ville où finalement il n'y a pas eu une spécialisation de l'espace comme à d'autres endroits, et où finalement les gens qui vivent sont un peu tous les mêmes, et donc où la société ne vit plus ensemble. Je trouve que c'est une ville où il peut y avoir des tensions, où il peut y avoir des confrontations, mais où il y a des clairières de dialogue. Et donc, pour en revenir au réel, il y a ce qui se passe dans le livre, la dialectique, les deux possibilités de continuité de l'usine, dire la nécessité, lors du confinement, de refabriquer des masques. Il y a deux possibilités, l'une coopérative, l'autre avec un repreneur suisse.
Je ne spoile pas parce que c'était à la fin du livre, sur ce qui va se passer, mais dans le réel, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde réel et pas celui du livre, comment les choses se sont-elles déroulées? Bah, en fait, il y a d'abord il y a un moment où il y a une ambition de rouvrir cette usine et où le gouvernement ferme la porte. Il explique sérieusement, les ouvriers de l'usine ont été contactés par le ministère de l'économie pour leur dire qu'à Angers ou à Toulouse, on avait besoin d'eux et qu'ils pouvaient venir travailler s'ils le voulaient. Il faut vous imaginer les gens, on leur a détruit leur usine et on leur dit mais à Toulouse il y a de la place si vous voulez. À traverser la rue, quoi. Ouais, voilà. Et donc il y a l'idée de rouvrir l'usine qui naît assez tôt. Et moi c'est un des trucs qui m'a le plus impressionné, venant d'ailleurs des deux projets. C'est-à-dire que il y a des personnes, dans ce moment de mars-avril 2020, on leur a détruit leur outil de travail, et elles arrivent par-delà la morosité, l'aigreur, le sentiment que peut avoir quelqu'un voilà, qu'on a anéanti un peu sa vie, de se dire on va monter un projet pour rouvrir l'usine. Et dans ce moment où personne n'arrive à se projeter, il y a des gens qui ont réussi à se projeter en disant on doit rouvrir cette usine. Et donc ça naît à la fois côté syndical, mais pas forcément, pas forcément les syndicats de l'usine. Le mouvement syndical costarmoricain, ça naît d'un côté, et puis d'un ancien patron de l'usine, de l'autre. Et donc ils vont tenter de se rapprocher, et puis bon, ils ont aussi deux visions du monde différentes. Et donc, ces deux visions vont se traduire par deux projets concurrents et qui en même temps sont assez passionnants parce que du coup, ils donnent à voir une alternative sur une reconstruction, sur des reconstructions possibles et sur les mécanismes internes. Donc, dans le roman, l'idée, c'est effectivement que les deux amis du début vont l'un et l'autre choisir les deux projets concurrents, l'un et l'autre. Ils vont se retrouver des deux côtés et donc ils vont permettre d'amener le lecteur un peu dans les coulisses de quelles sont les étapes, quels sont les raisonnements qui permettent d'aboutir à ces projets de réouverture. Et on parlait tout à l'heure de la documentation, de votre point de vue, hein, pour situer par rapport aux faits réels. J'en reviens pour bientôt finir, on arrive bientôt au terme de ce qu'on s'est dit. Enfin, on devrait bien finir par un petit bout de lecture pour qu'on entende ce dont on a parlé. Mais auparavant, j'aimerais reparler de Paul parce qu'il y a quelque chose dans ce trajet qui me semble intéressant, puisque une partie du chemin de documentation que vous avez fait pour certaines motivations que vous nous avez expliquées, lui il les fait, mais avec d'autres motivations. Ce qui par ailleurs produit un effet aussi, c'est-à-dire que ça l'occupe au sens propre et plein. Il se transforme en faisant ça, alors que c'est un moment qui serait plutôt celui de la déshérence, de la perte de quelque chose. Il retrouve une forme de dignité, mais autre même. Il s'élève en allant chercher les récits, en trouvant une place dans un des projets de refonte de l'usine. Donc ça, il y a un trajet d'initiation du personnage qui est assez intéressant au fil de... Il y a un côté roman d'apprentissage, où comment est-ce que effectivement quelqu'un qui n'est pas politisé, voilà, va se réapproprier effectivement sa propre histoire, va être en capacité d'aller chercher sa place dans un des projets, alors peut-être pour des motivations qui sont plus amoureuses, mais finalement peu importe les motivations initiales, à un moment donné ça va lui permettre aussi d'être à l'intérieur, de pouvoir aussi entamer sa propre reconstruction personnelle à travers la compréhension de son histoire, en tout cas de l'histoire de l'usine dans laquelle il va travailler, de trouver sa place à l'intérieur d'une équipe projet, et donc il est lui-même acteur du processus. Et ça, effectivement, je pense que c'est pas quelque chose qui va être descendant et on va lui apporter un nouveau travail, il va vraiment être acteur de son nouveau travail. Et puis son ami Dédé, lui, qui va s'inscrire dans le processus de coopérative, il appréhende le sujet un peu différemment, à travers le modèle économique, la propriété, mais c'est des mécanismes de réappropriation de quelque chose qui leur a été détruit. Merci.
Donc je vous ai proposé, parce qu'on a évoqué les gens, hein, les voix, et une des qualités du livre, c'est aussi de ne pas traiter justement les gilets jaunes comme un espèce de tout un peu vague, mais de donner la parole à des gens. Et là, on est à un moment au cœur de leur discussion, et donc je vous remercie de nous en lire un passage pour qu'on l'entende un peu, qu'on les entende, ces voix. À force de se faire cracher dessus et de recevoir de la bave de lama 5 fois par jour, on a intériorisé que nos masques étaient périmés et que nous ne rivaliserions jamais avec la Chine. Je leur retourne la question. Eux quatre, ils étaient où? Le journaliste, l'ancien hippie, la commerçante et l'étudiant. Pourquoi ils ne nous ont pas soutenus? On peut retourner la faute sur les derniers salariés, mais la vérité, c'est que tout le monde nous a laissés agoniser. Merci beaucoup, merci Étienne. Je remontre le livre Le pouvoir des braves, ça vient juste de sortir. C'est donc à la fois un roman social romanesque, à la fois un roman d'hyper contemporanéité, et puis aussi discrètement une sorte d'éloge de la France des villes moyennes et des ronds-points, enfin en tout cas une belle exploration de Saint-Brieuc, de ses alentours, mais de tous les Saint-Brieuc qu'on a déjà traversés. Merci beaucoup Étienne Longuet. Merci à vous.